Donc, bienvenue à cette édition où je me présente. Donc, on va être, parce que pour l'instant, je suis encore tout seul. Les gens sont en retard. On va être avec une équipe sur laquelle, en fait, j'ai deux co-directeurs finalement. Et ma co-directrice, Caroline Traube. C'est une rencontre de laboratoire avec eux et l'idée, c'est de présenter mon projet, leur présenter mon projet. Et je me suis dit que ça serait intéressant de le faire avec vous ce matin. Parfait. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, je vais présenter rapidement deux projets ou les deux grandes orientations sur lesquelles je travaille en tant que doctorant avec Michael Begon à l'Université de Montréal au département de kinésiologie et avec Caroline Traube au département de musique. Les deux grands thèmes qu'on va regarder, c'est l'analyse du mouvement violonistique et la simulation du mouvement violonistique. Par contre, une chose que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que mon intérêt en recherche, c'est plutôt la généralisation des données. Donc, bien que c'est appliqué sur le mouvement violonistique, ce que j'espère, et je vais essayer ça sera mon fil rouge à travers la présentation aujourd'hui, de vous montrer comment ce que je développe peut être généralisable ou généralisé. Donc, on va regarder premièrement un article que j'ai soumis il y a une semaine. donc c'est tout récent, c'est pas encore accepté évidemment, mais l'article il est soumis et donc tout à fait prêt, qui est sur la cinématique des violonistes ou comment plutôt désigner une étude cinématique chez les violonistes. Et encore une fois, mon objectif c'est la généralisation, donc ça va être plutôt comment désigner une étude chez les musiciens. C'est comme ça un peu que j'aimerais ça que vous visualisez la chose. Donc, au niveau de l'état de l'art, on va faire ça très, très simplement. La cinématique violonistique, ça date d'à peu près les débuts de la biomécanique. Donc, les premiers, le Demeny, qui est ce qu'on pourrait appeler le père là, de la biomécanique, a, dès les débuts, filmé des violonistes. Donc, je ne sais pas pourquoi les violonistes en particulier, mais peut-être qu'il l'était lui-même, je ne sais pas. Mais bref, ça date dès les débuts. Par contre, depuis les débuts, bien que ça fait partie de la genèse, il s'est passé pas grand-chose, je vous dirais. Donc là, 22 études sur les violonistes, il faut en ajouter deux qui sont sorties cette année. Donc peut-être qu'il y a un boom, je ne sais pas. Deux en un an, alors qu'il n'y en avait pas eu en 10 ans juste avant. On est... visiblement, je suis dans une discipline qui est émergente. Et de ces études, il y en a 8 qui sont dédiées à la biomécanique de l'archet. Donc, grosso modo, là, dans l'histoire, hormis la toute première, il y a eu 8 études qui se sont intéressées directement à la biomécanique de l'archet. Donc, comment le violoniste utilise son bras d'archet pour bouger. Donc, on voit que c'est vraiment pas beaucoup. Ce que ça permet pas, en fait, c'est de prendre les réponses qui ont été obtenues par ces études-là et de dire que les résultats sont généralisables, qui sont utilisables dans tout contexte. Pourquoi? Eh bien, on pourrait se dire qu'il y a potentiellement des interactions entre les variables. Donc, quelles variables on pourrait penser? Donc, il y a, par exemple, la vitesse de jeu. Si je joue plus vite, on pourrait s'attendre à ce que le bras bouge différemment. Même chose sur le style de jeu ou plutôt le coup d'archet utilisé. Donc, si j'utilise un coup d'archet très très rapide versus un coup d'archet lent et long, peut-être que ça va influencer la façon que je vais bouger. En fait, ça semble quasiment trivial de le dire comme ça. Et même chose pour la corde jouée. Donc, si je joue sur des cordes graves versus sur des cordes aiguës, on s'attend à ce que la façon d'utiliser le bras change. Donc, grosso modo, ces interactions-là empêche de réussir à généraliser les données. Et ce qu'on essaie de faire avec cette première étude-là, c'est au moins de quantifier qu'est-ce qui est important dans quel contexte. Une autre partie importante, c'est la variabilité. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce que c'est que la variabilité intra- et interindividuelle. La seule chose qu'il faut voir là-dedans, c'est que si j'ai une grande variabilité interindividuelle, donc entre les personnes, ce que ça veut dire, c'est que je ne peux pas prendre un petit échantillon de gens et essayer de l'extrapoler sur une population. Au contraire, si j'ai une petite variabilité, mais là, je peux m'attendre à ce que toute la population agisse de la même façon. La question, est-ce qu'il y a une grande variabilité entre les musiciens? On ne le sait pas. Et variabilité intra-individuelle, donc ça, c'est celle qu'un musicien a par rapport à lui-même. Donc, si un musicien est lui-même très variable, on peut s'attendre à ce qu'il va falloir faire beaucoup de choses pour pouvoir réussir à capter une information pertinente à l'intérieur du même musicien.
tout ça, là, c'est, comme je disais tantôt sur mon fil rouge, sur la généralisation des données. Ce qu'on souhaite au plus fort pour réussir à généraliser les données, c'est qu'il y ait peu d'interactions entre les variables et que la variabilité intra- et interindividuelle soit faible. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de montrer avec ce premier article-là. Donc l'objectif de l'étude, c'est de comprendre l'influence et les interactions du tempo, de la corde jouée et du style de jeu qui est le coup d'archet pendant la performance violonistique. Donc on a testé 9 femmes et un homme, je suis l'homme en question, pour full disclosure, donc avec 28 années en moyenne, en médiane, d'expérience. Donc je vous lance ça et ensuite je vais revenir à l'écran normal. Condition 5, 60, premier essai. Donc vous voyez les marqueurs qui sont placés sur la personne ainsi que sur l'archet et on en avait sur la tête du violon. On a pris de l'électromyographie donc pour mesurer l'activité musculaire. On a même pris de l'électromyographie intramusculaire en utilisant des aiguilles qu'on implantait à l'intérieur du corps. Et donc ça, c'est des procédures normales pour lorsqu'on on fait de l'EMG. Donc là, on voit bien les marqueurs sur le corps. Il y avait avec nous un luthier montréalais très connu, Éric Gagné, et qui s'occupait de faire des modifications directement à l'archet pendant l'étude. Donc l'objectif était d'augmenter la variabilité chez les sujets. J'avoue que de le voir pousser comme ça sur l'archet, c'est quelque chose d'assez impressionnant la première fois. On se dit, ouais, mais il va la casser. Et chaque archet était pris en photo pour qu'on puisse s'assurer que les modifications étaient similaires finalement entre les personnes. Voilà. OK. Donc on avait des conditions, comme on l'a vu à l'écran, là, il y avait certaines personnes, il y avait certains archets qui étaient plus lourds, courbés différemment. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas très important dans cette étude-ci en particulier. La partie importante, c'est que sur toute la pièce, on n'a conservé que les 4 premières lignes qui sont finalement des jeux legato, staccato, et des jeux graves et aigus. Et ça nous permettait de comparer les choses. On n'a pas gardé les 2 dernières lignes parce qu'on a considéré finalement qu'elles étaient trop différentes du reste. Et tout ça était joué à la vitesse de 60 battements par minute et de 120 battements par minute. Donc ça nous permettait finalement de tester les 3 conditions, soit le style de jeu, la hauteur de note et la vitesse. Donc pour les statistiques, là, à des fins de présentation, on a utilisé un modèle mix linéaire. Je ne rentre pas dans les détails. Ce que ça permettait, c'est de bien comparer chacune des variables qu'on avait. Donc, dans les résultats, et c'est là que j'espère que ça va vous intéresser, donc chaque violoniste a une stratégie précise et personnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez étonnant. Quand on regarde le contrôle moteur chez les experts, notamment en sport, ce qu'on s'attend, c'est qu'ils aient une grande variabilité au niveau des articulations qui sont le plus proches du centre du corps, donc on appellera proximal, et lorsque rendu à la main, que là, ça soit très, très précis et peu variable. Dans les faits, ce qu'on a observé ici, c'est que peu importe l'articulation, chaque personne, donc là vous allez voir, en fait, plus l'écart est petit entre la ligne, moins on a de variabilité. Et lorsqu'on ajoute d'autres sujets, donc ici on a un deuxième sujet à l'écran, on voit qu'il est fondamentalement différent de l'autre, mais que ses barres à lui sont très petites. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une faible variabilité intra. Chaque musicien joue de la même façon, toujours de la même façon. Par contre, entre les musiciens, si on en ajoute plusieurs, on se rend compte que chaque musicien a sa propre technique à lui et qu'elle est très variable entre les musiciens. Donc ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour de la généralisation. Ça signifie qu'il va falloir catégoriser les musiciens. Donc là, on n'a pas de bonne idée pourquoi chaque musicien a sa façon de faire. Est-ce que c'est parce que chacun vient d'une école particulière? C'est possible. Ça se peut que si on regardait des personnes de la même école, qu'eux, ils auraient tous la même technique ou presque. Peut-être que c'est une question de morphologie. Quelqu'un avec un bras plus long va devoir trouver des stratégies personnelles. Peut-être. On ne le sait pas encore. Pourquoi c'est ça? Mais ce sera certainement des études intéressantes à faire dans le futur.
Une autre chose, donc là, c'est un gros graphique, là, je vais le passer, essayer de lui donner du sens sans que ce soit trop complexe. La chose qu'il faut voir là-dedans, là, c'est que chaque carré ou rectangle qui ressemble un peu à un violon représente une certaine condition. Donc, lorsqu'on s'intéresse à la condition de style, ce qu'on voit, en fait, c'est que le style est important pour presque toutes les articulations. Donc, dès lors que vous voyez sur la gauche et la droite une petite étoile, ça signifie que c'est important. Donc, on en a une ici, on en a une que j'ai entourée ici, on en a une en bas, on en a une à droite, on en a une en bas à droite. En fait, on en a presque partout. Donc, le style de jeu, donc le type de coup d'archet que vous allez utiliser lorsque vous faites l'étude, elle va être importante pour déterminer les articulations de chacune de ces articulations-là. On a un peu le même constat lorsqu'on s'intéresse à la hauteur du son. Par contre, l'effet est plus diminué. Donc là, il faut regarder les étoiles qui sont au-dessus. Donc si on a une étoile au-dessus, donc on en a une ici que j'ai entourée, mais on en a une également ici, ici et là. Les effets que je n'ai pas entourés sont moins grands, d'où le fait que je ne les ai pas entourés, mais ils restent importants. Donc encore une fois, près de la moitié des articulations de l'épaule sont impactées par la hauteur du son dans laquelle on joue. Par contre, ça c'est la partie intéressante de notre étude, ou du moins la moins triviale. Contrairement à ce qu'on s'est attendu, il n'y a pas d'effet de vitesse. Peu importe la vitesse à laquelle on joue, et là c'est plus difficile à voir, mais ce qu'il faut voir, c'est que plus les lignes centrales sont horizontales, moins il y a d'effet de vitesse. Et en fait, les lignes sont horizontales partout. Il n'y a aucun effet de vitesse de jeu. Donc la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de tester beaucoup de vitesse de jeu pour être généralisable. Donc, en résumé, on a que l'épaule, donc l'élévation TH, c'est la partie de l'épaule, est particulièrement influencée par la hauteur du son. Donc ça, c'est presque trivial. Si je joue aigu, j'ai le bras haut. Si je joue grave, j'ai le bras bas. Et tous les autres degrés de liberté sont pas mal influencés par le reste. Donc, si vous êtes un scientifique là, qui essayez de développer une étude particulière, ce que vous allez devoir faire, c'est de comparer les personnes par rapport à elles-mêmes. Donc, vous allez devoir faire une étude qu'on va dire par mesure répétée. Pourquoi? Eh bien, parce que cette personne-là, elle-même, elle est très, très peu variable. Donc, si vous voulez savoir, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça change quelque chose? Il va falloir le faire sur une seule et même personne et utiliser beaucoup de monde pour voir si l'effet se propage sur plusieurs personnes, mais il va falloir que ça soit réalisé que vos conditions soient réalisées sur une même personne. Et on pense que rapporter l'école, c'est une bonne idée, justement parce que l'école est potentiellement une des choses importantes lorsqu'on s'intéresse à la variabilité. Au niveau du style de jeu, on s'attend à ce qu'une seule vélocité de jeu soit correcte. Donc ça, on est plutôt libre. Au niveau des cordes jouées, les cordes jouées ont une influence sur toutes les articulations. Et donc, il faut tester plusieurs hauteurs de son, en fait plusieurs hauteurs de cordes. Au niveau du type de coup d'archet, là, c'est la variable la plus importante. C'est elle qui impacte tous les degrés de liberté de la chaîne cinématique. Et donc, il faut tester des choses contrastantes. Et ce qu'on suggère dans l'article, c'est, comme c'est impossible de tester tout, c'est d'avoir, en tant que communauté, quelque chose qui serait une valeur de référence. Donc, si par exemple, on se dit le legato, c'est la référence, eh bien, l'idée, ce serait toujours de comparer entre un style de jeu et le style de jeu legato. Comme ça, les études pourraient être comparées entre elles et on pourrait donner un sens à ce qu'on réussit à faire. Voilà. Et donc, je ne parlerai pas de l'analyse parce que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, on est maintenant à la moitié de la présentation. Ça va bien, j'avais peur d'un peu trop défoncer, mais moitié de la présentation, moitié du temps, habituellement, c'est bon signe. Donc, on va passer au deuxième type d'analyse. Donc, une fois qu'on est arrivé aux conclusions que je vous ai présentées juste avant, on a aussi un problème maintenant parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de plusieurs sujets et on a besoin de tester beaucoup de choses. Donc, une façon de pouvoir contourner ça, c'est, contourner vraiment entre guillemets, là, mais c'est d'utiliser de la simulation informatique. Donc, pourquoi? La simulation informatique permet de changer très facilement
un très grand nombre de caractéristiques sans avoir trop à se soucier de l'humain derrière. Dans le sens où, si je veux faire jouer mon avatar virtuel pendant 8 heures, il ne va pas s'en plaindre. Ça va strictement rien changer. Si je veux lui allonger le bras, j'ai pas besoin de prendre une crinque et de tirer sur le bras. J'ai juste à changer un chiffre et tout d'un coup, son bras est plus long. Donc, j'ai des moyens informatisés qui permettent de tester différentes hypothèses rapidement sans avoir des problèmes éthiques associés à ça. Bon, évidemment, il y a plein d'autres problèmes là, qui s'ajoutent à la simulation, mais au moins, ça nous permettra de regarder ce qui se passe sur plusieurs conditions différentes sans avoir à désigner des études qui vont durer 5 ou 6 heures. Donc là, l'approche traditionnelle, qui est une approche que vous avez probablement tous vue un tout petit peu, c'est l'approche inverse. Donc là, je vais utiliser l'exemple que j'utilise lorsque j'enseigne, qui est celui où qui est utilisé en fait dans les films et dans les jeux vidéo. Donc quand vous entendez le terme motion capture, ou lorsque vous voyez là, des gens avec des billes sur le corps et qu'on regarde comment ils ont bougé pour pouvoir les animer au cinéma et dans les jeux vidéo, c'est exactement ce qui est fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On part de repères cutanés, de repères qui ont été apposés sur le corps, et on recule. Donc à partir de ces repères-là, on détermine quels étaient les angles à chacune des articulations. Donc, c'est assez facile à comprendre. Si j'ai des marqueurs ici et que j'ai des marqueurs là, si uniquement les marqueurs de ma main bougent, eh bien, ça veut dire que mon poignet a bougé, essentiellement. Donc, je suis capable de retrouver ces angles-là. Oups. À partir des angles, donc là, si vous avez fait un petit peu de physique dans votre vie, vous avez entendu parler de la fameuse formule F égale ma, qui est particulièrement connue. Et donc, quand on connaît les angles, on connaît la vitesse des angles. Et si on connaît la vitesse, on connaît aussi les accélérations. Et donc, en connaissant les accélérations et en connaissant la masse de chacune des segments, je suis capable conceptuellement d'aller retrouver quelle était la force. Donc, si j'ai bougé comme ça, quelle était la force nécessaire à mon poignet pour me faire bouger comme ça, essentiellement. Et finalement, là, c'est un procédé un tout petit peu plus complexe dans lequel j'entrerai vraiment pas dans les détails, mais à partir d'un modèle musculaire, donc là, je vais dessiner des muscles sur mon avatar virtuel là, que je suis en train de faire bouger, et je vais essayer de retrouver quelle aurait dû être la force musculaire qui a pu générer le mouvement que j'ai produit. Pardon. Donc ça s'appellera de l'optimisation statique. Ça peut sembler être une avenue absolument magique. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes avec cette avenue-là. En fait, il y a des erreurs à toutes les étapes de la chose. Ce qui fait que, et là, je dis ça en toute humilité, là, dans le sens où jusqu'en 2020 et 2021, c'est encore potentiellement la meilleure méthode ou la méthode la plus rapide ou la plus utilisée, malgré tous ces problèmes. Donc, elle est affectée fortement par le modèle musculaire. Elle est affectée fortement par les erreurs de mesure qu'on a. En fait, si on a des erreurs de mesure au niveau des repères cutanés, ça va se répertorier sur tout le reste et ça va créer des forces généralement qui vont être au-delà de ce qui est attendu dans la réalité. Ultimement, ce que ça veut dire, là, c'est que lorsque j'essaie de reprendre les forces musculaires que j'ai trouvées, et de les appliquer à mon modèle. Je me dis, OK, si je connais la force, je suis capable de dire, OK, modèle, bouge avec la force que je viens de te donner. Et si je fais ça, en fait, on se rend compte qu'on est complètement à côté. Le modèle se met à faire n'importe quoi, il se met à tourner, il se met à bouger, il fait complètement n'importe quoi. Et donc, malgré tous les avantages d'une technique qui est utilisée depuis le début des années 90, on n'a toujours pas réussi à bien l'utiliser. Et donc, il faut essayer de trouver des nouvelles approches. Et une des nouvelles approches, c'est celle que je travaille depuis maintenant presque 5 ans, qui est l'approche dans l'autre sens. Donc maintenant, au lieu de partir d'une donnée réelle qui aurait été prise chez des vrais musiciens avec des mouvements de corps, on va partir de rien. On va se dire, je vais essayer d'imaginer un dessin d'excitation musculaire, de comment les muscles ont travaillé. Et si je connais comment ces muscles-là ont travaillé, nécessairement, je connais aussi c'est quoi leurs effets, quelles ont été les accélérations sur les segments. Mais si je connais les accélérations sur les segments, je connais aussi comment ils ont bougé et je suis capable de déterminer des mouvements articulaires. Donc, c'est vraiment là, exactement le processus inverse. Le problème avec cette méthode-là, le gros avantage de cette méthode-là, c'est que
nécessairement, par définition, elle va être une méthode qui donne des bons résultats. Cette méthode-là, les résultats qu'on obtient par rapport au modèle qu'on a, ils sont parfaits. Si vous réussissez à obtenir un résultat, vous savez que ce résultat-là, il est bien représentatif de ce que votre modèle était capable de montrer. Le problème, c'est que c'est extrêmement difficile. Au niveau des techniques de calcul, jusqu'au début des années 2000, c'était inimaginable d'envoyer ça dans un ordinateur. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça s'est fait dans les années 90. Il laissait tourner l'ordinateur 6 mois pour réussir à obtenir des mouvements de moins de 1 seconde. Donc, c'est des choses qui sont longues et qui sont difficiles à réaliser. Et là, je vais essayer de vous donner un sens de pourquoi c'est difficile. Et pour faire ça, en fait, je vais vous présenter très, très rapidement la suite de logiciels que je suis en train de développer qui s'appelle BayerBD. Donc, la suite de logiciels BayerBD, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une suite qui nous permet de faire de l'animation à partir d'une physique particulière. Donc, si j'ai, par exemple, un objet que je laisse tomber, la suite BayerBD va expliquer au logiciel, ou va expliquer à l'ordinateur que l'objet est en train de tomber et expliquer comment il tombe. Si je lui attache un muscle, comment le muscle fonctionne. C'est vraiment juste une série d'équations, finalement. BioOptim qui est une suite d'optimisation. Donc, je vais essayer de trouver la meilleure façon de bouger en utilisant la physique que j'aurais montré à mon logiciel. Et BioOptim, c'est ça, le gros de mon travail là, depuis 1 an, c'est de générer ce qu'on appellera du contrôle optimal. Et finalement, donc, j'ai un visualiseur là, pour rendre les choses belles, parce que sinon, le monde n'aime pas ça. Mais derrière, le visuel est souvent, c'est l'étape la plus représentée, mais c'est l'étape la moins importante dans les faits. Donc, qu'est-ce que le contrôle optimal? Donc là, j'ai dessiné ici ce qui serait des mouvements. Et ce que vous voyez, en fait, dans les mouvements, il y a des cassures. Ça, c'est la base de notre technique. Donc, je vous l'explique de façon simple. On a une boule, ici, qu'on veut passer du point A au point B. Donc, une chose que je pourrais imaginer, en fait, c'est de lui appliquer une force, de pousser sur la boule vers la droite. Et là, je le fais. Et la seule chose que j'ai comme information, c'est pas la trajectoire qu'elle a fait. C'est le début et la fin. Je connais le début et je connais la fin. Là, je me dis, d'accord, OK. Donc, quand j'ai poussé vers l'avant, ma boule, elle est descendue. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être essayer de pousser un peu vers le haut. Et donc, si je le fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, malheur, elle est rendue maintenant complètement haute et complètement loin. Pourquoi? Eh bien, ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'il y avait du vent dans le système. En fait, toutes ces choses-là qui influent dans le système, ça peut être la gravité, ça peut être le vent, ça peut être la friction, ça peut être plein de choses, ça rend le système compliqué à faire. Donc, une chose qu'on pourrait se dire, c'est au lieu de regarder juste le début et la fin, je pourrais regarder à chacun des événements, mettons à toutes les dixièmes de seconde, où est-ce que je suis rendu? Eh bien, c'est ça le contrôle optimal sur lequel je travaille. On va essayer de trouver des forces, on va essayer de se donner des points de départ, différents points de départ, et au lieu de faire tout le geste d'un coup, je vais essayer de faire des mini-gestes et tout mettre ça ensemble. Donc, si vous avez compris ce concept-là, vous comprenez l'essence du multiple shooting, du contrôle optimal. Donc ici, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que j'ai un départ, j'ai une arrivée, et l'arrivée ne concorde pas nécessairement avec le prochain début. Mais c'est pas grave. La seule chose que je vais m'assurer, c'est qu'à la fin, quand je vais arriver avec ma réponse, que ça concorde effectivement. Et donc là, je vais essayer de trouver les meilleures forces sur la boule que je poussais pour réussir à me partir d'ici et aller jusque-là. Donc c'est ça un peu l'essence du contrôle optimal. Le logiciel que je développe, c'est un logiciel qui est généraliste dans la mesure où il s'utilise avec actuellement, là, il s'utilise avec des gymnastes pour faire du trampoline. Il s'utilise avec des patients ou la représentation de mouvements pathologiques à la marche. Il s'utilise pour faire le mouvement de violon que je vous présenterai. En fait, il s'utilise dans plusieurs contextes. Moi, personnellement, je l'applique sur le saut et sur le violoniste, mais mon objectif à moi, ce sur quoi je veux vraiment travailler, c'est de créer quelque chose de généraliste
pour toute la communauté de biomécanique. Donc, il faut garder ça en tête quand même. Au niveau du violon, c'est quoi les difficultés que je vais rencontrer pour réussir à développer mon logiciel? Bon, il y a d'avoir un modèle musculaire réaliste. Ça, c'est une problématique que tout le monde a. Si j'ai des muscles qui partent dans ces directions-là, dans n'importe quelle direction, ou qui forcent trop fort ou pas assez fort, eh bien, évidemment, les réponses que j'obtiens ne seront pas bonnes. Au niveau du coût de calcul, on ne sait pas encore. Moi, mon objectif, c'est de faire de la fatigue musculaire, donc d'appliquer sur 30 minutes des techniques qui, en général, s'appliquent sur moins de 1 seconde et qui mettent souvent plusieurs heures de calcul pour réussir à représenter 1 seconde de geste. Donc là, je vais essayer de représenter 30 minutes de geste. C'est un petit peu, j'essaie d'être positif là-dedans. Et finalement, d'avoir un bon modèle de fatigue musculaire, parce qu'évidemment, si dans mon modèle de muscle, je n'inclus pas de la fatigue, eh bien, il va pouvoir jouer encore et encore pendant plusieurs heures, plusieurs jours sans arrêt. Donc là, il faut essayer de trouver un moyen de bien représenter la fatigue musculaire. Une autre chose, c'est, puis là, je rentre vraiment pas dans les détails là-dessus, mais au niveau des articulations, lorsque je regarde ce qui se passe, par exemple, à l'épaule, si je bouge l'épaule, évidemment, tout le reste bouge avec. Même chose de l'autre épaule. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on est capable de bien prendre en compte. On a tout un ensemble de tableaux qu'on appellera des matrices. Et en particulier, là, si vous êtes féru de noms scientifiques, la matrice en question, elle s'appelle jacobienne. Donc, la matrice jacobienne, c'est elle qui nous explique, si je bouge mon épaule, qu'est-ce qui va se passer au reste. Eh bien là, on a un problème. C'est que si j'ai le violon, j'ai un point de contact entre ce qui se passe à droite et ce qui se passe à gauche. Donc, ce qui se passe à droite, mettons à l'épaule, va impacter ce qui se passe jusqu'à l'archet, qui lui va impacter ce qui se passe au violon, qui va impacter rétroactivement ce qui se passait à mon épaule droite. Et le rétroactivement ici est important et ça rend ça pour le moins complexe. En fait, il y a des choses là-dedans qui sont même fondamentalement impossibles par rapport aux techniques que j'utilise. Donc, il faut trouver des astuces pour réussir à contourner ce problème-là. On utilise des astuces mathématiques là, un peu plus poussées qui dépassent, je pense, largement le contexte de cette présentation-ci. Mais bref, il y a beaucoup de problèmes fondamentaux de ce type-là à résoudre. Donc là, si je fais du name dropping, mettons, là, on a sur des contraintes, des degrés de liberté un peu moins utilisés, des fonctions objectifs. Pardon, j'ai mis objectif ici, là, mais c'est bien objectif avec un F. Et donc, on a plusieurs idées. On est en train de les tester. J'ai des étudiants qui viennent surtout de France actuellement d'ailleurs, qui testent les différentes idées que j'ai sur régler ce type de problème-là. Et un que je mentionnais tout à l'heure, là, c'est le fait d'avoir 30 minutes de jeu. Donc ça, c'est réellement problématique. Et une des approches là, qu'on souhaite développer, c'est une approche qui est similaire à celle utilisée en temps réel. Donc, quand on fait le même type de choses que je fais, mais en temps réel, on fait plusieurs hypothèses en disant, OK, bon, mais ça, si on se trompe là-dessus, c'est pas très grave. Si on se trompe là-dessus, c'est pas très grave. Mais on les combine ensemble finalement. Puis on espère qu'on se trompe pas trop, même si on accepte certaines erreurs. Et la méthode en question s'appelle la prédiction Predictive Control, donc le contrôle prédictif non linéaire, le modèle de contrôle non prédictif linéaire. Donc c'est encore une fois des détails là, sur lesquels en 40 minutes, j'ai vraiment pas le temps d'entrer, qui vont me faire plaisir de discuter avec vous si ça vous intéresse. Donc voilà. Et donc juste en résultat préliminaire, donc là je vous remets mon petit écran. Donc, on a ici une représentation d'un violoniste. Donc, vous voyez que la scapula, ou aussi appelée l'omoplate, elle bouge peut-être un peu trop. Je vais le vous faire en boucle. Donc, la scapula, elle bouge un peu trop. L'archet n'est pas exactement au bon endroit, mais c'est vraiment, vraiment un très, très bon début. Donc, si vous regardez à gauche, là, vous allez voir la scapula qui monte beaucoup. Donc, la raison, en fait, c'est parce qu'on n'avait pas demandé à l'avatar de jouer sans élever son épaule. Donc ça, c'est des choses là, qu'au fur et à mesure que les résultats sortent, qu'on va pouvoir ajuster.
Bref, quand on regarde les résultats, bien que ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que chaque instrumentiste est individuel, on peut essayer de se dire, est-ce qu'on est dans le même type de choses qu'on avait obtenu initialement? Dans les faits, on s'était rendu compte que les violonistes utilisaient très très peu de force musculaire, hein, jamais de l'ordre de plus qu'une vingtaine de pourcents de la capacité maximale. Et ici, par exemple, si on s'intéresse au biceps, on se rend compte que notre modèle, il est un peu stupide. Il utilise son biceps au maximum. Donc, ce qui est probablement vraiment pas une bonne idée pour bien jouer au violon. Mais bref, la raison pour laquelle on avait fait ça, c'est qu'on voulait tester notre modèle de fatigue. Donc, si vous regardez au fil du temps, vous voyez une petite descente des valeurs maximales. Eh bien, ça, c'est un modèle de fatigue là, qu'on était en train de tester. Donc, après 15 répétitions, il s'était déjà fatigué à hauteur de 75%. Donc, ça a du sens là, parce qu'il était au maximum. Mais pour que ça puisse se fatiguer, on avait demandé au modèle de jouer le plus fort possible avec son biceps. Donc, c'est pour ça qu'il est maximum. C'est pas juste une erreur, là, c'est pas juste arrivé comme ça. On avait volontairement demandé au modèle d'utiliser son biceps au maximum pour qu'il se fatigue, pour qu'on voit si notre modèle de fatigue fonctionne. Donc, comme je répète, hein, c'est vraiment des résultats préliminaires. Donc, en conclusion, donc je vais finir short là, de peut-être 1 ou 2 minutes, mais c'est pas très grave. Ça va donner le temps à plus de questions. Donc, de façon peut-être un peu coaching, il faut attaquer les problèmes sur différents fronts. Donc, c'est vrai pour le contrôle optimal, mais c'est vrai pour tout ce que vous allez faire en recherche. Hein. Donc, il faut que vous ayez simultanément plusieurs idées sur lesquelles vous devez travailler ou vous pouvez travailler. Pourquoi? Eh bien, si une ne fonctionne pas, vous en avez d'autres en backup. Et donc, c'est pour ça que dans mon cas, je mentionnais tantôt là, sur la boucle fermée, je mentionnais tantôt sur les différentes techniques pour jouer sur le long terme. J'ai plusieurs idées que je teste et je les teste toutes simultanément. Et éventuellement, il y en a une qui fonctionnera. On espère, on se croise les doigts. Et donc, le fait d'attaquer sur plusieurs fronts différents, ça nous permet d'investiguer plus de choses. Ce que ça va permettre, ce projet-là, de façon très concrète, c'est que ça va nous permettre d'avoir un modèle de fatigue là, qui fonctionne sur des longues périodes de temps avec des forces musculaires qui sont faibles. Donc, actuellement, les modèles de fatigue, ils sont plutôt dédiés à de la fatigue maximale. Donc, lorsque je force au maximum, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'ai besoin, c'est que lorsque je force un peu, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut adapter les modèles et on va essayer d'améliorer les connaissances là, globales de l'humanité sur des modèles de fatigue. Et finalement, peut-être... si on essaie de rêver un tout petit peu, d'avoir du biofeedback, donc de permettre de regarder avec des instrumentations minimales, là, comme on voit à l'écran, par exemple juste avec une seule sonde attachée à la personne, de pouvoir prendre les résultats qu'on aurait obtenus de façon simulée et de les appliquer ou de les suggérer à une vraie personne. Donc, par exemple, on détecte que ça fait trop longtemps que tu utilises ton corps d'une certaine façon, peut-être d'envoyer un son et de dire, bon, mais ce serait peut-être le temps de changer ta technique. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'on pourrait imaginer. Que j'imagine pas très bien à l'intérieur de l'année et demie, grosso modo, qui reste à l'intérieur de mon doctorat, mais qui fait partie des choses là, potentiellement futures sur lesquelles je pourrais travailler. On pense à un postdoc, voire un poste éventuellement peut-être. Voilà, donc ça fait le tour de ce sur quoi je voulais vous discuter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et si vous avez des questions, je vois que quelques questions dans le chat ont été posées, donc j'y reviendrai après celles potentiellement sur le Zoom si ça vous va, gens de Twitch et de YouTube. Donc, il y a Morgane qui nous indique qu'il doit partir. Donc, bye bye Morgane. Donc, si vous n'avez pas de questions directement, je peux peut-être moi-même aller sur le Twitch et regarder rapidement celle qu'il y avait. Les tirs de contrôle optimal sont une de l'autre. Tu peux sans doute accélérer l'optimisation. Donc là, j'imagine que tu fais référence au collocation.
Donc, on a plusieurs techniques. Le fait d'utiliser des techniques là, de tir multiple, c'est ce qu'on pense être le meilleur et c'est basé sur ce que Moritz Dill dans le laboratoire en Allemagne considère. Donc, c'est des gens beaucoup plus intelligents que moi, avec beaucoup plus de background en mathématiques qui le disent. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est encore largement débattu à l'intérieur de la communauté mathématique. Bootstrap sur les tirs. Attends, il y a quand même des violonistes qui jouent comme ça. Je pense qu'il fait. Fred faisait référence avec l'épaule surélevée. Effectivement, c'est une des réponses de notre modèle. Donc, c'est pas impossible que ça arrive. Et aussi les bootstraps sur les tirs en utilisant les données collectées pour réduire l'espace de recherche. Tout à fait. Mon objectif à moi, c'est de le faire sans données de base, mais on pourrait très bien imaginer que mon objectif, c'est d'avoir des données réelles et d'aller vers ces données-là. Le problème, c'est que comme chaque musicien est indépendant et que mon modèle n'est pas personnalisé à chacun des musiciens, probablement en fait que j'amène le modèle vers quelque chose qu'il ne faut pas aller. Mais c'est juste une intuition. Voilà, donc c'était les commentaires qu'il y avait sur le chat. Est-ce que je peux en prendre d'autres ou vous êtes déjà tanné de ma présence? J'ai peut-être une question pour toi, Benjamin. Je t'écoute. Je me demandais si tu envisageais pour ta recherche d'inclure un volet qualitatif qui pourrait prendre la forme d'entrevues avec des professeurs de violon, des violonistes professionnels. Comment tu comptes en fait faire le lien entre la pratique et les recommandations en fait qui sont en vigueur dans le milieu des violonistes et tout le travail de simulation? Ouais. Je pense que je vais donner cette réponse-là en deux temps. Est-ce que j'envisage, ou je vais commencer par répondre au passé, est-ce que j'envisageais? La réponse est oui. J'envisageais très très fortement, en fait, mon objectif, mettons qu'on se reprojette 2 ans passés, mon objectif c'est qu'aujourd'hui, ce que je vous aurais présenté, c'est des cinématiques de 30 minutes. La réalité est plus lente que ça. La réalité s'est montrée beaucoup plus complexe pour des raisons que je comprends puis sur lesquelles j'ai pas honte, au contraire, mais qui rendent ça assez ambitieux. Ah voilà, c'est le terme que je cherchais tantôt. Ambitieux. Qui rendent assez ambitieux l'idée de mettre ça en pratique, entre guillemets. En tout cas, pas dans l'année à venir, voire l'année et demie, même l'année et demie à venir. Mon intuition, c'est que je vais réussir à obtenir un seul mouvement potentiellement réaliste à ma vue à moi, qui serait même pas celle, mettons, de professeurs ou de gens professionnels. Passons outre le fait que j'ai été un peu professionnel, mais qui sont actuellement professionnels. Sans même se soucier d'aller jusque-là, je pense que je vais simplement réussir à avoir un premier geste. Ce serait... Donc là, le deuxième temps, clairement, l'objectif derrière ça, c'est de ramener ça vers le musicien. Et donc, c'est là où ça va devenir important, voire primordial, de communiquer avec des gens qui jouent actuellement, qui ont étudié actuellement, qui enseignent actuellement, pour pouvoir savoir ce qui est réaliste, de ce qui ne l'est pas, et de ce qu'on peut potentiellement changer, de ce qu'on ne peut pas changer. Donc là, ça va dépendre de ma capacité à aller chercher des fonds, sur continuer à travailler là-dessus. Ça va dépendre de ma capacité de la société à vouloir me financer à faire ce genre d'affaires-là. Donc, à l'intérieur de la prochaine année et demie, je serais très étonné, je serais vraiment content si ça arrivait, mais je serais très étonné que ce soit quelque chose qu'on réussisse à faire finalement. Mais est-ce que c'est quelque chose que je veux aller dans le futur? Clairement. Super, il faut choisir ses batailles. Est-ce que je lis le truc de Victor ou Victor, tu veux te lire toi-même? Comme tu veux. Vas-y. Bon, je me tente. Donc, si j'ai bien compris, parce que vraiment, il y a eu énormément d'informations et je trouvais je suis désolé. très impressionnant. Vraiment, bravo, Benjamin. Mais donc, si j'ai bien compris, donc tu dis que s'il n'y a pas d'universalité dans l'activité musculaire parmi les violonistes que tu as examinés, testés, ni dans le style de jeu de l'archet, alors comment
comment un professeur ou un violoniste qui a ses particularités, ses caractéristiques physiques individuelles, personnelles, donc qui a déjà, avec son expérience, avec toutes les années, développé une manière de jouer qui est très personnelle, comment pourrait-il ou elle apprendre à enseigner à des élèves qui ont des caractéristiques physiques extrêmement différentes de lui ou d'elle. Voilà. Ouais. Donc la question que tu poses, c'est la question que je me suis posée, je te dirais, dès le début. Parce que les résultats que je viens de présenter là, bien qu'on vient tout juste les publier, on en est au courant depuis déjà 2 ans. Donc, c'est des résultats qu'on avait obtenus en préliminaire, mais qu'on ne pouvait pas publier parce qu'ils n'étaient pas encore complets, mais on avait déjà on avait déjà l'intuition que ça allait donner ça. Et donc, j'ai déjà commencé à réfléchir à ça. Et ultimement, ce vers quoi je me suis dit qu'il fallait que je tourne mes données, c'était pas sur voici la technique à faire. Si j'arrivais à cette conclusion-là, ça servait à rien, justement parce que chaque musicien est individuel. Par contre, ce vers quoi je devais tourner mes résultats, c'est plutôt vers une idéologie. Donc, par exemple, supposons que j'obtiens le résultat que pendant 5 minutes, tu es censé jouer avec l'épaule en haut, pendant 5 minutes, tu es censé jouer avec l'épaule en bas, pendant 5 minutes, tu es censé jouer avec l'épaule en arrière. J'ai pas besoin de savoir si toi, tu es en train de faire 6 degrés vers le haut. La seule chose finalement que j'ai besoin, c'est de savoir est-ce que tu es en train de faire quelque chose de différent par rapport à avant. Donc là, derrière, ce que ça voudrait dire, c'est que notre simulation a montré qu'il faudrait avoir des techniques de jeu, mettons 5 minutes d'une façon, 5 minutes de l'autre, 5 minutes de l'autre. Une autre philosophie qui pourrait sortir, c'est non, il ne faut pas avoir 4 façons de jouer différentes et changer d'une à l'autre, mais en fait, il faut trouver la bonne façon de jouer. Donc peut-être que mon modèle montrerait une façon unique qui est parfaite. Et donc là, la philosophie en question, c'est trouvons cette façon-là pour chaque individu en particulier. Bref, mon objectif, ce n'est pas de trouver une valeur en particulier chez une personne, mais c'est de trouver une philosophie qui va être transportable à l'intérieur de la variabilité qu'il y a entre les différents sujets ou participants. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, un peu. Mais je me demande juste en t'écoutant parler, donc il y a quand même un idéal que chaque personne puisse atteindre, disons, au niveau de perfection relative, indépendamment des variations dans ses caractéristiques physiques, etc. Je comprends ce que tu veux dire. C'est mon intuition. C'est mon intuition. Une bonne façon de visualiser cette chose-là, c'est, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, là, une fois qu'on a le modèle qui fonctionne, on peut lui donner des caractéristiques différentes. Et l'idée, ce serait de lui donner des caractéristiques différentes et de voir si la philosophie qui est trouvée par un s'applique aussi à l'autre. Et de voir si finalement le fait d'avoir des caractéristiques différentes change les philosophies aussi. Mon intuition, c'est que ça ne les change pas, mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Et clairement, tu vois, tu viens de me donner une très bonne idée. Que oui, ça va être important de tester différentes philosophies justement à cause de cette idée-là. Parce que ça se peut que même les philosophies changent entre les personnes. Tout à fait. Oui, tu vois, c'est quelque chose sur laquel je ne m'étais même pas porté l'attention, là, mais qui est tout à fait légitime à se poser, oui. Par rapport à ça, là, je vois que Snow avait posé une question qui est vraiment dans la même ordre d'idée. Si on prend nos données et on l'applique à un musicien en particulier, est-ce qu'on overfit les données? Donc, ça veut dire, est-ce qu'on obtient trop proche de ce sujet-là en particulier? Oui, ça peut être le cas, mais peut-être même que le modèle qu'on utilise n'est pas capable de faire la même chose que ce musicien-là en particulier parce qu'il n'a pas été personnalisé. Donc, c'est les deux problématiques. J'avais la question, parce que j'en ai pas d'autres. Est-ce que la pandémie a créé un problème au niveau de l'expérimentation de la prise de données? Pas dans mon cas. Pas dans mon cas. C'est parce que j'étais déjà rendu à faire uniquement du virtuel. Je te dirais que ce que ça a créé, en fait, c'est le fait de ne pas me poser la question. Donc, j'aurais pu me poser la question, est-ce que je prends des vraies données? Est-ce que je fais de la vraie expérimentation pour comparer les résultats avec la réalité, pour aller chercher plus de données?
ultimement, la pandémie a fait comme j'ai fait non. Je vais pas commencer à essayer d'écrire des protocoles qui rentrent à l'intérieur de quelque chose de pandémique pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir aller chercher des données que finalement je sais qui sont beaucoup trop individualisées pour être applicables directement. Donc, dans mon cas, entre guillemets, ça m'a pas trop impacté. Donc, je vois pas d'autres questions. Est-ce que d'autres gens en ont ou on a fait le tour? Et du coup, c'est quoi les prochaines grandes étapes? Ben ça, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante qu'il va falloir que je me pose aussi. J'ai un peu effleuré là, avec ce que Caroline mentionnait sur la vraie... amener ça à la réalité. Une autre grande étape sur laquelle je travaille, c'est vraiment de généraliser le logiciel avec que je travaille. Donc, on va publier bientôt le logiciel en question avec François Bailly. Donc, on va réussir... on a une première version, là, la version 1 qui est officiellement faite. Et mon objectif, c'est de bien présenter ce logiciel-là à la communauté biomécanique pour essayer de le faire grandir. Donc, dans les prochaines années, là, ce que j'aimerais, c'est être une sorte de ressource finalement pour la communauté biomécanique pour développer et travailler ce logiciel-là pour qu'il s'applique à la fois en biomécanique du violon, mais en biomécanique de la marche, du saut, de gestes sportifs, etc. Donc ça, c'est une grosse étape sur laquelle j'ai envie de travailler. Ouais, donc j'ai les deux flancs là, donc sur lesquels j'aimerais aller dans le futur. Donc ça s'éloigne un peu de la musique là, donc bon, mais voilà, je vais jante dame, jante demoiselle, jante monsieur. J'ai une dernière question avant de quitter. Et c'est quoi exactement le gros avantage de ton logiciel par rapport à d'autres optimisateurs? Que c'est dédié à la biomécanique. Pas de question, mais je voulais simplement féliciter. Merci Lauriane. C'est quoi exactement le gros avantage? Ouais, c'est ça. C'est que c'est dédié à la biomécanique. Donc, biomécanique, c'est un domaine vraiment particulier à cause de l'humain. Et donc, le fait que ce soit dédié à la biomécanique et que ce soit très performant, donc dans les autres logiciels qui existent, il existe un qui est basé sur OpenSim, qui est le gros logiciel de biomécanique. On est une vingtaine de fois plus performant que ce qu'eux ont développé et le résultat qu'on obtient est plus précis que le leur. Donc, ils arrivent à la fin avec des résultats non fonctionnels alors que nos résultats arrivent à la fin et sont fonctionnels. Donc actuellement, on fait partie des gros joueurs mondiaux, là, donc on espère pouvoir continuer ça. Donc vraiment les qui sont représentables, c'est ça. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose là, qui est musculaire, squelettique, et non pas simplement de la dynamique des systèmes de façon générique. Là, c'est vraiment dédié à la biomécanique. Bon, mais je veux pas trop retarder le meeting. Surtout, je peux peut-être rester un peu sur Zoom, pardon, pas sur Zoom, mais sur Twitch et YouTube, à moins sur Zoom. Lequel tu préfères, Caroline? Est-ce qu'il y a une suite à la rencontre ou c'est terminé? C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. C'est sûr qu'on peut enchaîner. J'ai d'autres questions à te poser et en lien avec la suite des choses, mais bon, mais faire ça à un autre moment aussi. Oui, moi, aujourd'hui, c'est pas tout à fait possible là, parce que, bon, en fait, je vais plugger mes choses maintenant là, avant de fermer. Donc, pour ceux que ça intéresse, cet après-midi, à partir de 13h30, on a une séance de Pomodoro, donc travail. Snow, qui vient de me dire que je l'ai empêché de travailler, tu peux te joindre à nous cet après-midi pour reprendre le travail. Donc, séance de Pomodoro à 13h30. On en a une autre jeudi matin à 9h. Donc, c'est à chaque semaine, lundi 13h30, jeudi 9h. Et aussi, demain et un mardi sur deux, en fait, à 20h, j'ai des rencontres avec des personnalités féminines inspirantes ou que je trouve inspirantes. Et demain, je parle avec une infirmière praticienne en santé mentale. Donc là, complètement à l'extérieur de la science, mais je pense qu'il peut être intéressant pour plusieurs personnes. Et finalement, les vendredis midi, où je discute de philo. Voilà.
Donc, la discussion, c'est à 20h, heure du Québec. Donc, j'imagine que Snow participera pas, mais c'est diffusé en rappel sur YouTube. Donc, vous êtes invités à vous y connecter. Voilà, donc je vais faire mon petit bye-bye aux gens de Twitch et de YouTube. Mon discours habituel est déjà fait. Donc, tout ce qui me reste à vous faire, c'est... Oups, j'ai ouvert la mauvaise chose. Tout ce qui me reste à vous faire, en fait, c'est vous souhaiter une bonne séance. Bye.